Bonjour, madame et messieurs, je suis Sungariyo, enseignant-chercheur à l'IREP. L'IREP, c'est l'Institut de recherche, d'expérimentation et d'enseignement pédagogique de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors, nous sommes en train de parler de l'élaboration d'un PowerPoint efficace pour l'enseignement, la formation et les présentations orales scientifiques. Les trois premières vidéos ont été déjà réalisées et ont porté successivement sur les concepts, l'importance du PowerPoint et les règles de conception d'un PowerPoint. Alors, cette quatrième vidéo tourne dans le cadre de l'élaboration d'un PowerPoint consacré au conseil pour un diaporama efficace. Donc, dans cette quatrième vidéo, nous allons vous donner des conseils, nous allons vous expliquer comment procéder pour faire un PowerPoint efficace, un diaporama efficace pour enseigner, former, pour faire des présentations orales scientifiques. Alors, dans cette quatrième vidéo, nous allons parler successivement du test, ce que nous écrivons, ce que les gens doivent voir, ce que les gens doivent dire. On va aussi parler de la police de ce test-là, des couleurs à utiliser, de la taille de police à utiliser, des modèles de conception et surtout comment ajouter une image, comment ajouter un son et comment animer un diaporama, comment animer une présentation PowerPoint. Donc, commençons par le premier point, qui est le test que nous projetons. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. N'allez pas compliquer ce qui est simple. Ça, c'est un adage en Côte d'Ivoire qui le dit. Il ne faut jamais compliquer ce qui est simple. Donc, il faut aller à l'essentiel, il faut limiter le test à l'essentiel. Pourquoi? Parce que le test en question, là, il ne remplace pas votre discours. Vous allez faire vos projections, vous n'allez pas vous contenter de lire ce qui est projeté, mais vous devez expliquer clairement ce qui est projeté. Donc, c'est pour ça qu'on parle de points clés à mettre dans le PowerPoint, de points essentiels à mettre dans le PowerPoint. Alors, il faut éviter de lire votre PowerPoint parce que si vous avez convoqué un test très volumineux, un test très abondant avec de longues phrases dans votre PowerPoint, ce sera un peu compliqué. Pourquoi? Parce que si vous passez le temps à lire votre test long, là, qui est très long, c'est clair que vous allez perdre votre auditoire. Certains vont quitter la salle parce que ce sera très difficile de comprendre. Alors, souvent, je dis aux collègues qui lisent, qui passent le temps à lire le PowerPoint, je dis, mais lorsque vous passez votre temps à lire le PowerPoint, sans apporter des explications, sans apporter des illustrations, alors l'étudiant qui est assis, qui lit en même temps que vous, quand il finit de lire avant vous, qu'est-ce qu'il fait? Il vous attend. Donc, je répète, le PowerPoint consiste à convoquer des points essentiels de votre cours. Et vous allez faire la présentation, faire le commentaire, faire le discours qui accompagne votre présentation. Il faut aussi relever que les mots doivent être un support à l'image. Les mots doivent être un support à l'image. Alors souvent, vous avez des gens qui ne maîtrisent pas trop ces logiciels-là et qui veulent aussi les utiliser. On ne peut pas les empêcher de le faire, c'est des formateurs, c'est des enseignants, mais le conseil qu'on leur donne, c'est de pouvoir maîtriser le logiciel de présentation que vous utilisez. Aujourd'hui, il n'y a pas que le PowerPoint, vous avez plusieurs applications de l'intelligence artificielle qui vous permettent de faire des présentations. Mais si vous convoquez une application, si vous convoquez un logiciel, il faut vraiment avoir la maîtrise pour éviter les désagréments. Alors, je vous raconte une histoire que nous avons vécue quelque part. Un ancien de nos anciens qui n'avait pas la maîtrise du logiciel PowerPoint et qui a fait concevoir sa présentation par un autre jeune qui était plus, outillé. Et ce que le jeune collègue a fait, il a animé de façon automatique. Donc, du coup, quand le monsieur présentait, quand il faisait sa présentation, on a constaté qu'il y avait un décalage
entre les diapositives qui s'affichaient et les mots qu'il prononçait. Pourquoi? Parce que ça a été fait de façon automatique et lui étant un peu plus lent que les diapositives, c'est vraiment difficile. Donc, faites l'effort pour que les mots, les phrases que vous prononcez soient un support à l'image. L'autre aspect, c'est qu'on vous invite à écrire des citations que lorsqu'elles sont importantes ou qu'elles viennent vraiment illustrer vos propos. Alors, si ce n'est pas le cas, n'allez pas mettre assez de citations dans vos documents. Donc, vous les convoquez. Quand vous convoquez une citation de Sungareyo ou une citation de Akadou, ça veut dire que la citation que vous avez convoquée là est très importante dans la compréhension de ce que vous faites. Donc, elle vient pour étayer, elle vient pour illustrer. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut la convoquer. Alors, on continue avec le texte que vous allez saisir. Alors, ce qu'on vous recommande lorsque vous êtes en train de concevoir votre PowerPoint, votre présentation PowerPoint, c'est de faire en sorte qu'on ait une idée par diapositive. Une seule idée par diapositive. Alors, le plus souvent, quand on regarde ce qui se passe lors des colloques, on se rend compte que des gens font leur présentation, on voit méthodologie, résultats, discussion sur la même diapositive. Mais comme ils prennent des tailles très petites, c'est condensé, c'est pas intéressant. Alors, si vous parlez de résultats, c'est intéressant qu'on ait des diapos qui soient consacrés aux résultats, mais pas voir sur quoi la discussion également, c'est la même chose. Donc, une seule idée par diapositive et faire en sorte qu'on ait 6 à 8 lignes par diapositive. 6 à 8 lignes par diapositive et 6 à 8 mots par ligne. Et faites en sorte que ce soit vraiment sobre, votre présentation soit sobre et surtout qu'on ait une harmonie entre les différents aspects, les différentes diapositives. En bref, on vous recommande dans le test là d'aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est intéressant, c'est important, mais pour une bonne présentation, vous devez choisir les polices de caractère appropriées. Les polices de caractère appropriées. Alors, comment faire ce choix? C'est ce que nous allons voir dans le point suivant. Alors, dans le processus de conception de votre PowerPoint, on vous recommande d'utiliser au plus 2 polices différentes, c'est-à-dire une police pour les titres et une autre police pour les textes. Vous pouvez prendre une seule police, mais si vous avez décidé de varier, il ne faut pas prendre plus de 2 polices, ça va être un peu, ce ne sera pas intéressant. Voilà. Il faut choisir une police. Si vous voulez prendre 2 polices, choisissez une police pour les titres et une police pour le contenu que vous allez saisir. Et il faut surtout opter pour des polices sans empattement. Les polices qui n'ont pas de pattes, là, il faut les choisir. C'est Aria, c'est Calibri, c'est Verdana, Helvetica, Toama, etc. Pourquoi il faut choisir ces polices-là? Parce qu'elles sont plus lisibles. Et puis, ce sont des polices qui attirent davantage l'attention. Elles sont visibles sans encombrement et le plus souvent, on les utilise pour des affiches. Donc, évitez les polices, c'est un peu compliqué. Quand vous ouvrez le PowerPoint, l'aspect police, vous voyez des polices. Il y a tellement de polices, mais toutes les polices ne sont pas appropriées pour faire une formation avec des étudiants, avec des apprenants. Vous avez des polices avec assez de pattes, ce qui rend la lecture difficile. Donc, conseil, utilisez au plus 2 polices différentes, une pour les titres et l'autre pour le contenu. Et surtout, ce n'est pas n'importe quelle police qu'il faut utiliser. Il faut utiliser des polices sans empattement. Des polices sans empattement. Alors, quel type de couleur il faut utiliser? Faut-il utiliser? Alors, là, je disais dans une des couleurs, dans une des présentations, autant pour moi, il faut savoir faire le choix de la couleur à utiliser. Alors, on vous conseille de faire en sorte que vos couleurs soient vraiment bien contrastées avec la couleur du fond. Si vous avez choisi une couleur de fond, il faudrait qu'on ait un contraste entre la couleur du texte et
la couleur de ce fond-là. Soit vous faites le choix d'un fond pâle avec des caractères vraiment foncés, soit un fond foncé avec des caractères clairs. Alors, vous devez aussi faire en sorte que la relation entre les couleurs là, soit vraiment agréable. Hein. Il faudrait que vous fassiez l'effort pour qu'on ait une relation agréable entre les différentes couleurs que vous avez choisies. Par exemple, quand vous faites le contraste fond bleu avec un texte jaune, ce sera difficile à lire. Ça, c'est compliqué. Il faut éviter ça. Mais on a constaté lors des colloques nationaux et internationaux, on a des présentateurs, des formateurs qui convoquent des couleurs jaunes qui sont vraiment agressives. On voit aussi que la combinaison du vert et du blanc n'est pas forcément agréable à la vue. Et à ce niveau-là, je vous raconte une histoire aussi. C'était lors d'une soutenance de thèse d'un de mes amis. Mon ami a conçu son PowerPoint, mais comme il n'a aucune idée du choix des couleurs pour une bonne conception de PowerPoint, il a utilisé le vert, il a utilisé le vert sur le blanc, il a utilisé le jaune, tout ça. Et quand il a fini de faire sa présentation, le président du jury qui prend la parole et lui dit en réalité, monsieur, vous n'avez pas fait une présentation, mais vous nous avez agressé avec vos supports PowerPoint. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter parce que quand c'est agressif, les gens sont distraits et sont tentés de passer à autre chose. On parle de couleur de texte, on parle de police, etc. Mais il y a des tailles qu'il faut choisir. Si vous choisissez dans le PowerPoint Arial, par exemple, avec taille 10, ce ne sera pas lisible. Donc, il faut savoir faire le choix de la taille des caractères et c'est de cela que nous allons parler dans le point suivant. Alors, il faut dire qu'il y a des échelles standards que nous pouvons plus ou moins respecter. Pour, par exemple, 20 auditeurs et plus, il est conseillé de choisir 42 pour les titres et pour le contenu, pour le texte, prendre la taille 36. Alors, lorsque le nombre d'auditeurs varie entre 50 et 200 auditeurs, il est conseillé de prendre 36 pour le titre, et puis 28 pour le contenu, c'est-à-dire pour le texte. Maintenant, si vous avez moins de 50 personnes, ça veut dire que nous sommes peut-être dans une petite salle et les interprètes ne sont pas loin du présentateur. À ce niveau-là, on peut prendre 32 pour le titre et 24 pour le texte, pour le contenu. 24 pour le contenu. Donc, faisons l'effort de respecter ces normes-là, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des arbres qui présentent des PowerPoint qui ne sont pas lisibles. Pourquoi? Parce que ils ne tiennent pas compte de ces échelles standards qui sont nécessaires pour la clarté du PowerPoint. Et on a tendance à avoir, lors de certains événements scientifiques, des collègues qui font des présentations, et puis il y en a qui sont assis dans la salle qui disent ça, ce qu'il fait, ce n'est pas un PowerPoint, c'est un WordPoint. Ça veut dire simplement qu'il a copié son fichier Word, qu'il a déversé sur le PowerPoint avec la taille de 12, la taille de 14. Alors, ce ne sera pas lisible, bien que vous seul, le présentateur, vous seul, l'enseignant, qui pouvez voir, des autres ne peuvent rien voir. Donc, il faut tenir compte de ces échelles-là pour, dans le processus de conception de vos diapositives, de vos présentations PowerPoint. En dehors de la taille, en dehors de ce que nous voulons développer, on peut aussi vous conseiller, on peut vous donner des conseils par rapport au choix d'un modèle de conception. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez le logiciel PowerPoint, il vous propose déjà plusieurs modèles de conception. Alors, pour y accéder, il vous suffit de cliquer dans la barre des tâches, de cliquer sur création ou conception. Alors, cela dépend des versions de PowerPoint. Et quand vous faites ce clic-là, une fenêtre va s'ouvrir.
avec des thèmes qui sont déjà préconçus, qui sont déjà installés. Donc, vous pouvez choisir le thème qui vous convient, mais il faut tenir compte de la clarté, de la lisibilité. Donc, quand vous découvrez les thèmes, il suffit de cliquer directement sur le modèle qui vous convient, qui vous plaît, et celui-ci va s'appliquer automatiquement à votre présentation. Alors, si le modèle ne vous convient pas, ce n'est pas un problème, il suffit de cliquer sur un autre modèle jusqu'au choix final. Mais j'insiste sur le fait que les modèles que vous allez choisir ne doivent pas rendre la lecture, la compréhension de votre support pédagogique désagréable. Il faut faire très attention. Voilà. Alors, on aura l'occasion de voir tout ça dans une 5e vidéo qui va vous proposer des cas pratiques. Pour l'instant, nous sommes dans l'aspect théorique. Alors, dans l'aspect théorique, on va aussi vous expliquer comment acheter une image, comment acheter un son, etc. à une diapositive. Commençons par l'image. Comment ajouter une image? Alors, vous pouvez ajouter des images dans vos présentations et vous le voyez ici. Il y a deux possibilités. La première possibilité, vous le voyez, quand vous ouvrez une feuille PowerPoint, il y a cette partie qui s'affiche. Alors, vous pouvez cliquer sur ici. Alors, si vous regardez bien, quand vous allez ouvrir une diapositive, vous allez voir tous ces éléments-là. Ici, c'est le tableau. Là, ce sont les graphismes Smart Art. Il y a aussi le son, etc. ici. Mais dans le cas qui nous intéresse pour l'instant, l'image, alors vous pouvez cliquer là. Ça, c'est la première option directement sur la diapositive. Vous allez pouvoir aller choisir l'image qui se trouve quelque part sur votre ordinateur ou sur une clé USB ou sur un disque dur externe qui est connecté à votre ordinateur. La deuxième possibilité, c'est de partir dans l'onglet Insertion et ensuite sur Image, puis sélectionner votre image dans votre ordinateur ou sur le support, qui peut être une clé USB ou un disque interne. Vous allez convoquer l'image directement. Mais on rappelle aussi que dans la pratique, on verra que on peut avoir l'image, on n'a pas forcément besoin de l'insérer, mais on peut faire un lien vers l'image, ça on l'a déjà dit. On reviendra au niveau de l'aspect pratique. Alors, comment insérer un film ou un son? Alors, le processus n'est pas vraiment différent de celui qui consiste à ajouter une image. C'est pas vraiment différent. Pour insérer des éléments audio ou des éléments vidéo dans une présentation PowerPoint, il faut cliquer sur l'onglet Insertion. Ensuite, vous allez cliquer sur Film ou audio et vous allez convoquer votre image et votre film, votre vidéo, etc. Vous allez convoquer votre film, votre vidéo. Alors, l'une des choses qu'on recommande aux formateurs pour ne pas que les étudiants soient déconnectés, c'est d'animer le PowerPoint, c'est d'animer vos diaporamas et faire en sorte que les éléments apparaissent les uns après les autres. Parce que quand vous affichez toutes les informations sur la page, sur la diapositive, il ne reste qu'aux étudiants, qu'à vos apprenants à lire simplement. Et comme je le dis toujours, quand je suis en formation avec mes collègues, je dis, mais quand vous affichez tout en même temps, si les étudiants sont plus rapides, ce n'est pas un bon signe pour vous. Parce que s'ils sont plus rapides que vous, en termes de lecture, bien sûr, ils ne vont plus écouter ce que vous allez dire après parce qu'ils auront fini de lire et ils passeront à autre chose. Donc, comment animer un diaporama, comment animer une présentation PowerPoint? C'est ce point que nous allons aborder dans les diapositives qui suivent. Donc, on va dire que pour animer les éléments, ça peut être des textes, ça peut être des images, etc., de vos diapositives en fonction du contenu abordé, nécessite une maîtrise d'un certain nombre de choses que nous allons évoquer, mais on peut ici vous dire déjà que quand vous animez,
quand vous faites ce travail d'animation-là, cela permet dans certains cas de mieux contrôler l'attention des étudiants. Ça, c'est clair. Donc, animer permet de mieux contrôler l'attention des étudiants. Ils sont obligés de vous écouter lorsque vous êtes en train de faire le discours sur un concept, lorsque vous êtes en train d'éplucher un concept, d'expliquer un concept et afficher sur la diapositive, ils sont obligés de vous écouter. Mais si vous affichez tout, l'écoute devient un peu problème parce qu'ils auront tendance à tout lire en même temps, comme je le disais. Alors, comment animer les éléments d'un PowerPoint? Comment animer? Alors ça, je le dis, c'est la partie théorique, on aura l'occasion de voir la partie pratique. Pour faire ce travail, il suffit de cliquer simplement sur l'élément animé. C'est vraiment pas compliqué. Cliquez simplement sur l'élément animé. Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet animation. Et dans le groupe animation, vous allez choisir, si vous voulez, vous allez choisir autre. Parce que quand les animations affichent, quand vous cliquez sur l'onglet animation, il y a des animations qui sont déjà disponibles. Alors, si ces animations-là ne vous conviennent pas, vous pouvez choisir dans la liste autre. Et quand vous cliquez sur autre, il vous donne toute la liste des effets d'animation qui vous sont proposés. Il y a les effets d'animation d'entrée, et puis il y a les effets d'animation de départ. Alors, il y a souvent des présentateurs, excusez-moi, il y a souvent des présentateurs qui font des effets d'animation et des effets de disparition en même temps. Quand c'est comme ça, à mon avis, ça surcharge quelquefois le PowerPoint. On va peut-être dire que c'est esthétique, mais quelquefois ça surcharge le PowerPoint. L'objectif du PowerPoint, c'est de faciliter l'apprentissage, c'est d'aller à l'essentiel, c'est de permettre aux gens de comprendre et de faire le débat avec vous. Et quand c'est trop surchargé, quand le choix n'est pas bien fait, les étudiants ont tendance à regarder autre chose. Donc, il faut choisir l'animation, l'effet d'animation qui vous convient. Il faut choisir l'effet d'animation qui vous convient. Et quand je dis de choisir l'effet d'animation qui vous convient, ça ne veut pas dire qu'on a le choix, que le choix doit être porté sur n'importe quel effet d'animation. Vous avez des dizaines d'effets d'animation, mais tous ces effets-là ne sont pas vraiment à conseiller. Tous ces effets ne sont pas conseillés parce que il y a des animations excessivement lentes. Quand vous prenez dépôt, quand vous prenez fouet, etc., ce sont des animations qui sont très lentes. Elles sont excessivement lentes. Et il faut éviter aussi les animations qui distraient l'auditoire. Par exemple, quand vous prenez rotation, quand vous prenez rebondir, quand vous prenez vague, quand vous prenez souligner, c'est compliqué. Ce sont des choses qui ne sont pas faites pour faciliter l'efficacité dans le processus d'enseignement-apprentissage. Donc, choisir des animations modérées, c'est ce qu'on vous conseille. Il faut faire le choix d'animations modérées et parmi ces animations-là, vous avez losange, vous avez balayage, etc., etc. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette quatrième vidéo. Nous sommes à la fin de cette quatrième vidéo et il ne nous reste qu'à élaborer une cinquième vidéo qui va prendre en compte cette partie théorique que nous avons vue. Et cette vidéo-là va porter sur la conception d'un diaporama standard, sur les liens hypertextes, sur l'insertion d'un objet Smart Art, sur le masque de diapositive, etc., etc. Donc, nous allons revenir sur tous ces éléments que nous avons évoqués, l'animation, etc., dans la cinquième vidéo. Je vous remercie et à bientôt pour la cinquième vidéo.